avec ses alliés, s'apprête à fêter le 80e anniversaire de la victoire contre le fascisme, invite les dirigeants du monde entier pour partager la grandeur du défilé militaire traditionnel sur la place rouge. Il y a un dirigeant non légitime qui menace non seulement le déroulement du défilé dans la capitale russe, mais aussi la sécurité des autorités invitées. Notre message à tous les pays qui se rendent ou se rendront à la célébration du 9 mai est très simple. Nous ne pouvons pas assumer la responsabilité de ce qui se passe sur le territoire de la Fédération de Russie. Ce sont eux qui assurent votre sécurité. Nous ne vous donnerons donc aucune garantie. En effet, nous ne savons pas ce que la Russie fera à ces dates. Elle peut prendre diverses mesures de son côté, des incendies criminels, des explosions, etc., pour ensuite nous tenir responsables. Je crois, en tant que président, et je l'ai dit au ministre des Affaires étrangères, que nous devons avertir les personnes qui nous contactent. Nous ne vous recommandons pas du point de vue de la sécurité de visiter la Fédération de Russie. Si vous le faites, ne nous consultez pas. C'est votre décision personnelle. Près de 20 dirigeants étrangers, parmi lesquels les présidents de la Chine, du Brésil, de la Serbie, du Burkina Faso, du Congo, de la République serbe de Bosnie, ainsi que le Premier ministre slovaque et beaucoup d'autres, et le chef du régime de Kiev menacent directement leur sécurité. Le chef de l'administration présidentielle ukrainienne, Andriy Yermak, après Volodymyr Zelensky, a fait allusion à une attaque sur la place rouge le 9 mai. Mais à ces défilés militaires, il y a des invités d'une importance primordiale. Il s'agit des vétérans de la Grande Guerre patriotique qui sont de moins en moins nombreux. Et c'est aussi eux que le régime de Zelensky menace. Aujourd'hui, il s'est surpassé. Il menace à présent la sécurité physique des vétérans qui assisteront au défilé et aux festivités du jour sacré de la victoire. Le mal rasé en t-shirt vert a fait savoir qu'il rejetait la proposition du président Poutine d'une trêve de 3 jours pour le 9 mai et qu'il ne pouvait pas garantir la sécurité des dirigeants mondiaux à Moscou. Cette crapule comprend qu'en cas de véritable provocation le jour de la victoire, personne ne pourra alors garantir qu'il y aura un 10 mai à Kiev. Soit dit en passant, il a aussi refusé la proposition de Vladimir Poutine d'une trêve de 3 jours pour les célébrations du jour de la victoire, ce qui, selon le porte-parole de la présidence russe, prouve que la base idéologique du régime de Kiev est le néonazisme. La trêve de Pâques proposée par la Russie, ainsi que l'initiative d'aujourd'hui qui consiste à annoncer une trêve pendant les jours de fête, c'est-à-dire du 8 au 10 mai, sont pour nous un moyen de tester si Kiev est prêt à rechercher des solutions pour instaurer une paix durable et stable entre la Russie et l'Ukraine. La réaction des autorités ukrainiennes à l'initiative de la Russie d'instaurer une trêve est un test pour savoir si l'Ukraine est prête à faire la paix. Nous attendons évidemment des déclarations non pas équivoques, mais définitives, et surtout des actions visant à désamorcer le conflit pendant ces jours de fête. La réticence de ce régime à répondre directement à la proposition faite par la Russie montre clairement que c'est le néonazisme qui est la base idéologique du régime actuel de Kiev. La victoire sur l'Allemagne nazie, sur la peste brune et sur le nazisme n'est vraisemblablement pas un jour de fête à leurs yeux. Cela fait longtemps que le masque de Zelensky est tombé, mais cette fois, il touche au sacré. Il y a 80 ans, le RSS dont l'Ukraine faisait partie a vaincu le fascisme. Des régiments immortels en mémoire aux soldats soviétiques qui ont sacrifié leur vie pour notre bien-être se déroulent à travers le monde. De Washington à Pékin, de Beyrouth à Ankara, de Buenos Aires à Sydney. Et cela prouve que les gens sont unis contre le mal qui porte le nom de fascisme. Et aujourd'hui, comme il y a 80 ans, la Russie fait tout pour le détruire. À l'approche du 9 mai, les tentatives de provocation de Zelensky se multiplient. Cette nuit, selon le ministère russe de la Défense, 105 drones ukrainiens ont été abattus au-dessus de la Russie, dont un dans la région de Moscou. Mais cela ne suffit pas pour dissuader les délégations étrangères qui ont décidé de se joindre à la célébration du jour de la victoire dans la capitale russe. Volodymyr Zelensky ne cesse de menacer les leaders du monde entier qui désirent se rendre à Moscou pour la célébration du jour de la victoire. Néanmoins, il semblerait que toutes ces phrases ne soient qu'une grande mise en scène destinée aux médias occidentaux. Le Kremlin a souligné qu'en rejetant la proposition de Vladimir Poutine d'un cessez-le-feu pour la célébration du 9 mai, Kiev ne manifestait aucune volonté de mettre fin à cette guerre. Le régime de Kiev continue de démontrer son approche et sa position. Cette position vise à poursuivre la guerre. Le régime de Kiev poursuit ses tentatives de cibler les infrastructures civiles. Dieu merci, on a créé un système efficace de défense anti-aérienne. Et nos militaires font du bon travail dans ce domaine.
semaine. L'initiative du président Poutine sur une trêve temporaire pour les jours fériés est bien sûr en vigueur et le commandant en chef suprême a donné les ordres nécessaires. Mais je voudrais vous rappeler notre position. Il y aura un cessez-le-feu, mais si l'on ne voit pas de réciprocité de la part du régime de Kiev et s'il tente de frapper nos positions ou nos installations, nous riposterons immédiatement et d'une manière adéquate. Et pourtant, cette rhétorique agressive n'a pas l'air d'inquiéter plus que ça les hommes politiques qui ont décidé de célébrer le 80e anniversaire de la victoire sur le nazisme dans la capitale russe. C'est notamment le cas du Premier ministre slovaque qui a fortement critiqué les propos du président au mandat expiré. Je dois m'opposer aux déclarations du président ukrainien Zelensky qui a semblé menacer que tout pouvait arriver pendant les célébrations de la victoire sur le fascisme le 9 mai en Russie. Cela est impensable. Pour moi, c'est tout simplement ridicule. La sécurité des personnes concernées est une question interne de la Fédération de Russie. Quoi qu'il en soit, si Zelensky pense que ces cris inciteront les délégations étrangères à ne pas se rendre sur place, il se trompe lourdement. Mais je dois m'opposer à ce type de discours. Je regrette que Zelensky et d'autres mélangent le passé et le présent. Ce sont aussi les soldats ukrainiens qui sont morts entre 1941 et 1945 pendant la Seconde Guerre mondiale. Le conseiller du président russe, Yuri Ushakov, de son côté, a annoncé la liste des dirigeants étrangers qui se rendront à Moscou pour le défilé du jour de la victoire. Nous avons de nombreux invités étrangers. Je peux annoncer la liste de ces dirigeants. Je me contenterai de citer les pays: Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Kazakhstan, Kirghizie, Tadjikistan, Turkménistan, Ouzbékistan, Abkhazie, Bosnie-Herzégovine, Brésil, Burkina Faso, Venezuela, Vietnam, Guinée-Bissau, Égypte, Zimbabwe, République populaire de Chine, Congo, Cuba, Laos, Mongolie, Myanmar, Palestine, Serbie, Slovaquie, Guinée équatoriale, Éthiopie, Ossétie du Sud. Il est très important également que des troupes de 13 pays défileront sur la place rouge. Je citerai également les pays: l'Azerbaïdjan, le Vietnam, le Bélarus, l'Égypte, le Kazakhstan, la République populaire de Chine, le Kirghizistan, le Laos, la Mongolie, le Myanmar, le Tadjikistan, le Turkménistan, l'Ouzbékistan. Ainsi, les menaces du régime de Kiev sont impuissantes à empêcher la célébration des 80 ans de la victoire de 1945. Toutefois, Moscou a averti à plusieurs reprises Kiev et ses alliés européens que toute provocation durant le 9 mai impliquerait une réponse immédiate et surtout impitoyable. Alors que les préparatifs de la parade de la victoire sont en cours en Russie, malgré les menaces extérieures, l'Occident met en œuvre une approche différente de la mémoire commune de la victoire. Les premiers jours du mois de mai ont été marqués par la profanation des mémoriaux soviétiques et par des hommages rendus aux légionnaires SS, notamment dans les pays baltes. Des tombes ont été recouvertes avec des symboles nazis en Lituanie et des manifestations en l'honneur de la Légion SS se tenaient à Riga. Moscou dénonce ces actions comme une glorification du nazisme et une tentative de réécrire l'histoire. Un soi-disant défilé de la victoire a été organisé à Londres avec la participation des militaires ukrainiens. Le porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères a réagi en fustigeant ces prétendues célébrations avec la participation des troupes du régime de Kiev. Les anglo-saxons veulent infliger une défaite stratégique, mais au lieu de cela, ils se sont défaits eux-mêmes. Qu'est-ce qui peut être plus honteux, humiliant et défaitiste que d'inviter sur la plus grande place de sa capitale, le jour de l'anniversaire de la victoire, des ordures néo-nazis sans gloire? Je plains les simples Britanniques. Personne ne leur a jamais infligé une défaite stratégique pareille. Et on revient tout de suite au Kremlin où Vladimir Poutine reçoit les invités d'honneur, donc les dirigeants du monde entier, pour célébrer la fête de la victoire. Et nous, on revient tout de suite vers Daria Vaganova, qui se trouve actuellement au Kremlin et qui connaît tous les détails d'une nouvelle rencontre. Ce soir, Daria, que sait-on à l'heure actuelle de cette rencontre entre le président russe et son homologue congolais? Ce sera la dernière réunion bilatérale entre Vladimir Poutine et son invité d'aujourd'hui au Kremlin. Il s'agit vraiment d'un marathon diplomatique et c'est Denis Sassou Nguesso, le président du Congo, qui vient d'arriver au Kremlin. Je vous propose de regarder leur réunion bilatérale en direct.
nous avions donc M. Charles de Gaulle qui dirigeait ce mouvement, et c'est à Brazzaville qu'il avait mis son siège pour soutenir activement ce travail. Le 9 mai, et votre présence le 9 mai démontre le caractère de notre amitié et des 60 ans de nos relations diplomatiques entre nos deux pays. La République du Congo et la Russie sont solidaires s'agissant des questions mondiales et des questions de l'agenda international. En témoigne le travail que nous faisons ensemble au sein des Nations Unies. Je voudrais souligner que l'une des priorités systémiques des relations internationales de la Russie, c'est son travail en Afrique. C'est pourquoi à Saint-Pétersbourg, nous avons adopté une série importante de documents, des déclarations et des plans d'action pour 2026. Nous passons aux réalisations pratiques. Aujourd'hui, nous aurons la possibilité de discuter de ces questions ainsi que des questions à l'agenda bilatéral. Monsieur le Président, une fois encore, je veux vous souhaiter la bienvenue ici en Russie. Merci, Monsieur le Président et chers amis. Je voudrais vous traduire mes sincères remerciements pour l'occasion que vous avez bien voulu m'offrir de prendre part aux festivités marquant le 80e anniversaire de la victoire de la Grande Guerre patriotique. Et c'est effectivement en Afrique centrale, à Brazzaville, que le général de Gaulle est venu installer la capitale de la France libre. Et les forces sont parties du Congo, du Gabon, de l'Oubangui-Chari, actuellement République centrafricaine, du Cameroun, du Tchad. Et ces pays de l'Afrique centrale ont participé à l'effort de guerre contre les nazis et ont marché en réalité avec la 2e division blindée du général Leclerc jusqu'à Paris. Même si, au moment de célébrer le triomphe aux Champs-Élysées, on n'a plus vu les traces des troupes africaines. Certains esprits avaient décidé de ne présenter à la victoire que les forces françaises. Mais les troupes sont parties du Congo jusqu'aux Champs-Élysées. Et donc, cette évocation est la bienvenue, Monsieur le Président, parce que les peuples d'Afrique ont participé intensément à cette lutte contre les nazis, pas seulement à travers les armées, mais aussi à travers l'effort économique. Et dans notre pays, les populations travaillaient à la production du caoutchouc parce qu'il fallait du caoutchouc pour les roues des véhicules pour la guerre. Ils ont participé à la production de l'or. Et parce que oui, on avait besoin de l'argent pour l'effort de guerre. Et au moment où nous participons à cet anniversaire, la Victoire, nous voulons saluer le lourd sacrifice consenti par les peuples de l'Union soviétique, la Russie
et plus de 20 millions de pertes. Et nous savons à travers l'histoire que ce sont les troupes de l'armée soviétique qui sont entrées à Berlin les premières et ont planté le drapeau sur le toit du Reichstag. Nous voulons saluer ce sacrifice et saluer le courage et le dévouement des hommes qui sont partis de Moscou jusqu'à Berlin. Et c'est donc un moment important pour nous tous de célébrer cette victoire. Et je vais dire que d'aucuns ont développé quelques campagnes pour dire que nous ne devions pas venir ici à ces manifestations. Mais nous y sommes. Et donc, merci, Monsieur le Président, pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé depuis notre arrivée, comme d'habitude. Aujourd'hui, au Kremlin, Vladimir Poutine a tenu un marathon diplomatique. Il a accueilli ici 4 dirigeants qui sont arrivés pour les célébrations du 9 mai à Moscou. Parmi eux, le président vénézuélien Nicolás Maduro, le président de Cuba Miguel Díaz-Canel, le président mongolien et enfin le président du Congo Denis Sassou Nguesso. Avec Nicolás Maduro, le président du Venezuela, Vladimir Poutine a tenu 2 réunions, un format étroit et un format élargi. Les chefs d'État ont discuté de nouvelles mesures visant à approfondir les liens économiques, ont abordé les questions culturelles et humanitaires et ont échangé leurs points de vue sur l'agenda mondial et régional. Ce ne sera pas le premier défilé militaire pour Nicolás Maduro, car il y a 10 ans, en 2015, il s'est déjà rendu à Moscou pour assister au défilé militaire le jour de la victoire. En 2024, Nicolás Maduro s'est rendu en Russie, dans la ville russe de Kazan, pour participer au sommet de BRICS. Alors, il s'était entretenu avec Vladimir Poutine et Nicolás Maduro a qualifié leur réunion bilatérale de très productive. Avant la réunion d'aujourd'hui, Vladimir Poutine a noté qu'en 2025, c'est non seulement le 80e anniversaire de la victoire contre l'Allemagne nazie, mais aussi le 80e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre Moscou et Caracas. À son tour, Nicolás Maduro se dit content de fêter le jour de la victoire contre le fascisme à Moscou. Au prix de 27 millions de vies humaines, l'Europe et l'ensemble de l'humanité ont pu être sauvés. Aujourd'hui, nous nous trouvons à une croisée des chemins très importante. Il s'agit du meilleur moment, celui du 80e anniversaire de nos relations et du 80e anniversaire de la grande victoire. Grâce à l'accord que nous allons signer, nous pourrons donner un nouvel élan au développement de nos relations. Nous pourrons faire un bond en avant qualitatif pour coopérer dans tous les domaines. Et dans les années à venir, nous pourrons constater l'épanouissement des relations entre la Grande Russie, aujourd'hui une puissance clé de l'humanité, et le Venezuela, qui s'inspire des idéaux de Simón Bolívar et d'Hugo Chávez. C'est une grande joie pour nous de pouvoir partager avec vous la célébration de cette grande date et de fêter la victoire de la Grande Guerre patriotique. Pour nous aussi, il s'agit d'une victoire. À l'issue de la réunion, Vladimir Poutine et Nicolás Maduro ont signé un accord de partenariat stratégique de coopération entre la Russie et le Venezuela qui garantira le caractère particulier des relations entre Moscou et Caracas. La Russie et le Venezuela ont convenu de développer une coopération militaire technique dans l'intérêt du renforcement des capacités de défense des deux pays, selon le document. Deuxième président qui aujourd'hui au Kremlin est devenu le président de Cuba, Miguel Díaz-Canel. En mai 2024, donc il y a un an, le dirigeant de Cuba avait déjà visité Moscou et assisté au défilé militaire du 9 mai sur la place Rouge. Il avait alors tenu une réunion bilatérale avec Vladimir Poutine, lors de laquelle il avait souhaité du succès à la Russie dans l'opération militaire spéciale en Ukraine. Avant les négociations d'aujourd'hui, le président cubain a déclaré que les tentatives à minimiser le rôle significatif de l'URSS et de l'armée rouge dans la victoire
victoire sur le nazisme se multiplient. Il faut sauvegarder la mémoire historique dans le contexte actuel où se multiplient les tentatives visant à minimiser le rôle majeur et l'exploit héroïque de l'Union soviétique, du peuple soviétique, de l'armée rouge dans la victoire sur le nazisme. Il s'agit non seulement d'une victoire qui a permis de préserver la Russie, mais d'une victoire pour toute l'humanité. Je pense que c'est un grand mérite de sauver l'humanité. Aujourd'hui, il y a des tentatives de réécrire l'histoire et de refuser cet héritage. Il existe de nouvelles manifestations du fascisme au niveau mondial et j'estime que nous devrions nous fixer pour objectif de raconter la véritable histoire. C'est le meilleur hommage que nous puissions rendre. Ensuite, Vladimir Poutine a reçu son troisième homologue. C'était la troisième réunion bilatérale avec le président mongolien Ukhnagin Khersullah. Lors de la réunion d'aujourd'hui, Vladimir Poutine a déclaré que la Russie tient en haute estime la coopération avec la Mongolie lors de la Grande Guerre patriotique. La Russie tient en haute estime la coopération avec la Mongolie pendant la Grande Guerre patriotique et lors de la défaite de l'armée japonaise du Gandon en 1945. La colonne de chars de l'armée rouge et l'escadrille Arat-Mongol, créée aux frais de simples citoyens mongols, se sont battus pour notre pays, pour notre victoire commune. En août 1945, l'armée populaire mongole a également participé aux opérations contre l'armée japonaise. Nous nous souvenons de tout cela et nous l'apprécions. Le partenariat stratégique global avec la Mongolie voisine et amie est l'une des priorités de notre politique. La quatrième réunion bilatérale pour Vladimir Poutine était la réunion avec son homologue du Congo, Denis Sassou Nguesso. Avant le Kremlin, on sait que le ministre de la Défense du Congo a été reçu par son homologue russe, Andrei Belousov, qui a également assisté à la réunion au Kremlin. Et dire que d'aucuns ont développé quelques campagnes pour dire que nous ne devions pas venir ici à ces manifestations. Mais nous y sommes. Et donc, merci, Monsieur le Président, pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé depuis notre arrivée, comme d'habitude. Les dirigeants du monde entier commencent à arriver dans la capitale russe pour assister au défilé militaire du 9 mai sur la place Rouge. Xi Jinping est déjà à Moscou, ainsi que le président du Brésil. Mais pas pour tout le monde. Ce déplacement a été facile. Par exemple, le président serbe Alexandre Vučić a dû se rendre en Russie via l'Azerbaïdjan, car la Lettonie et la Lituanie n'ont pas autorisé à son avion de survoler leur espace aérien. Sergei Lavrov a qualifié ce geste de honteux. Le Premier ministre slovaque Robert Fico a également déclaré que l'Estonie n'a pas autorisé à son avion de survoler leur espace aérien. La journée de demain sera consacrée aux relations russo-chinoises, car demain, Xi Jinping sera reçu au Kremlin par Vladimir Poutine. Selon le communiqué du Kremlin, les questions les plus sensibles seront abordées lors des négociations de demain.